Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index. Aujourd'hui à 44. Ici dans le neutral, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le marketeur d'Orflow actuellement en recherche d'achat. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Et pendant ce temps en Afrique, on a un projet qui va permettre le transfert de BTC sans connexion internet. En effet, la société Manchankura a bien compris que l'ensemble de la population africaine n'avait pas forcément accès à une connexion internet, et donc en partant de ce constat, ils ont développé une application qui permet de créer une adresse sur le réseau Lightning avec son numéro de téléphone, et pour l'envoi de Satoshi, il suffit simplement de rentrer le montant voulu et le numéro de téléphone du destinataire, et la transaction s'effectue sur le réseau Lightning sans être passée par une connexion internet. Mais concrètement, comment ça marche ? Eh bien, si vous vous souvenez de l'époque où les forfaits de téléphone portable étaient limités, on pouvait taper dièse 123 dièse pour connaître l'état de consommation du forfait sans passer par internet, et ce fameux dièse 123 dièse repose sur la technologie USSD, qui est désormais utilisée par la société Manchankura pour configurer des adresses sur le réseau Lightning et ainsi envoyer des bitcoins via des textos même avec des portables sans connexion internet. À savoir qu'à l'heure actuelle, le service est déployé dans 7 pays africains et chaque pays possède son propre code pour accéder au service comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, le projet est extrêmement prometteur étant donné la demande pour les paiements en crypto en Afrique et l'accès à internet qui est compliqué pour une partie de la population africaine. J'ai fait un petit week-end là chez Annecy, j'étais avec ma mère et en plein resto elle me commence à me dire ouais mais là j'arrive, parce qu'elle s'est abonnée à notre chaîne, du coup elle a regardé des vidéos. Elle a dit ouais tes deux potes là, il y en a un, il a plus de poils blancs que toi. Là j'ai dit Peter. Je sais ouais il a aussi 10 piges de plus que moi. Il a 10 ans de plus le bâtard. Elle commence à me dire ouais mais le bitcoin là il est à combien? Et là je commence à dire ouais bah le bitcoin là il est à 24 000. Elle me dit un bitcoin 24 000. Ouh. Elle a commencé à faire oh, c'est beaucoup, c'est cher quand même. Après je commence à lui expliquer le concept, je commence à dire non mais t'es pas obligé d'acheter. Et toi t'en as mon fils. Ah ouais. Ferme-la, je vais te couper. Et je commence à dire mais t'es pas obligé d'en acheter un, t'achètes 100 € par 100 €. Elle me dit mais comment tu fais pas pour acheter un bitcoin à 100 € s'il est à 24 000? Je vais t'acheter une partie de bitcoin. Classique. Voilà, tu vois. Après, ça, si t'as pas eu cette conversation-là 20 fois avec des gens, tu l'as jamais eu une fois. Moi, j'ai eu un pote ce week-end, il m'a dit ouais, je veux mettre 50 balles dans, je sais plus ce que c'était, une crypto quoi. Et je lui dis ok, très bien, mettez 50 balles machin. Et là, il me regarde, il me fait mais je suis obligé de mettre 50 balles tout le temps, sinon elle disparaît. T'es là, mais t'es con ou t'es con toi? Tu mets 50 balles, t'achètes une fois, après ta crypto, elle est là, tu la gardes. Ouais, mais regarde là, peut-être elle vaut plus rien et tout. Je dis oui, mais ce que t'as acheté, tu l'as acheté. Après, si elle vaut rien ou elle vaut plus, c'est encore un autre délire. Mais ce que t'as acheté, tu le possèdes. Je te jure, en fait, la crypto, il y a encore beaucoup de choses à faire, je crois. Comme c'est dit communiqué par ce visuel, le Sango, qui est le coin d'au-dessus, est backé avec derrière lui du Bitcoin. C'est backé par du Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y a une réserve de Bitcoin qui doit assurer la valeur du Sango. À gauche c'est le Bitcoin, à droite c'est le Sango. Le Bitcoin à gauche, décentralisé, réseau sécurisé, c'est de l'or numérique. Et à droite, le Sango, ça se veut être une monnaie fonctionnelle qui utilise le réseau Bitcoin, la blockchain, mais qui est une sidechain, donc ça utilise, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, la même technologie que la blockchain Bitcoin, mais c'est un réseau parallèle, afin de mettre en place des smart contracts et d'utiliser le Sango. On va voir ça dans les détails ensuite, mais ça permettra de créer une identité numérique et des propriétés, c'est-à-dire des documents d'identité sous forme de NFT ou des actes de propriété sous forme de NFT. Le Sango servira aussi à faire des transferts de valeur, donc pour les paiements. C'est rappelé à nouveau ici, c'est backé par du Bitcoin. Mon interrogation, c'est est-ce que c'est backé par du Bitcoin? Quel sera ce Bitcoin? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce que c'est des réserves propres du gouvernement? Ou est-ce que c'est des réserves qui vont être constituées au fur et à mesure, sur un an, avec la vente du Sango? On verra ça un petit peu plus tard, mais c'est notamment en Bitcoin que l'on peut acheter du Sango Coin. Il y a aussi un autre aspect, c'est la gouvernance, le vote pour les citoyens centrafricains. Du coup, il y aura des documents d'identité sous forme de NFT, mais les citoyens pourront aussi voter en utilisant la blockchain. Alors, voter à propos de quoi? Sur quelles questions? Des élections présidentielles, des élections régionales, des référendums, d'autres choses encore. Pour l'instant, on ne sait pas, mais il est prévu que la population puisse voter grâce à la blockchain. À ma connaissance, c'est quand même le premier gouvernement, le premier pays au monde qui propose ce type d'initiative. Et sachant qu'avec la blockchain, on peut tout regarder ensuite, ça empêche des fraudes. Et on le sait, les fraudes, c'est un problème en Afrique. Il peut être très facile de tricher. J'ai assisté moi-même, petit aparté, je raconte ma vie, au dépouillement des
les bulletins de vote à Antananarivo à Madagascar. J'ai vu les conditions dans lesquelles ça se passait et on sait qu'il peut être très facile de tricher. Avec la blockchain, ce sera plus compliqué, hein. Ce sera toujours possible mais ça se verra. De loin, on pourrait penser que les maximalistes Bitcoin ont juste décidé de rejeter tous les altcoins de façon un peu dogmatique et sans raison valable. Et le plus intéressant, c'est que pour certaines personnes, c'est probablement le cas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de maximalistes Bitcoin qui le sont devenus non pas par dogmatisme, mais bel et bien par pragmatisme. Bien que le marché crypto ait réussi à nous faire penser que les altcoins sont des choses comparables à Bitcoin, une fois qu'on a pris le temps d'en étudier une quantité suffisante en détail, on finit par faire le constat qu'il n'existe pas d'autres cryptos qui arrivent à la cheville de Bitcoin en termes de sécurité et que les altcoins ne résolvent donc pas réellement le problème qu'ils prétendent résoudre. Et au fur et à mesure que l'investisseur fait ce constat, il finit par faire diminuer son nombre d'altcoins et donc par faire grandir son allocation en Bitcoin de plus en plus au sein de son portefeuille crypto. Il y a aussi des forks tout simplement pour faire une mise à jour de la blockchain. Par exemple, la blockchain Ethereum a fait un hard fork, c'est-à-dire une division de blockchain pour mettre en place l'EIP 1559. Sauf que voilà, la plupart du temps, lors de ces hard forks, sachez que voilà, il y a la mise à jour et en fait, tout le monde utilise entre guillemets la nouvelle blockchain avec la mise à jour qui est passée et la blockchain où il n'y a pas eu la mise à jour, bah voilà, c'est une blockchain oubliée, plus personne ne l'utilise. Donc voilà, le mot fort qu'il ne faut pas en avoir peur, ça existe et ce qu'il faut comprendre, c'est que The Merge va être justement un fork. Parlons maintenant de Monero. Je vous avais parlé du hard fork qui était en cours, qui était prévu sur Monero. Il a bien eu lieu. Donc la mise à jour de Monero, cette crypto-monnaie qui permet de réaliser des transactions de manière complètement anonyme. Les montants sont anonymes, les destinataires sont anonymes, etc. C'est un peu une crypto avec Tornado Cash vraiment directement implémentée. Et Monero a bien fait sa mise à jour qui rajoute encore, qui améliore en fait deux choses, les performances du réseau et la confidentialité, la sécurité du réseau davantage. Donc bravo à Monero d'avoir réalisé cela. On a Michael Burry, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui qui avait prédit le crash de 2008. D'ailleurs, un film a été fait à son sujet, The Big Short. Et Michael Burry indique dans un tweet qu'il a vendu toutes ses actions, sauf une. Alors, une action bidon d'un opérateur de prison privée. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a gardé ça. Bref, en tout cas, si ça peut vous rassurer, il a plus souvent tort que raison. Maintenant, est-ce que cette fois-ci, il aura raison? Parce que s'il a tout vendu, c'est qu'une fois de plus, il s'attend à encore une catastrophe économique dans les prochains mois. On a également Mike Wilson, qui est le stratège en chef des investissements en actions chez Morgan Stanley, qui lui nous dit que nous sommes en plein dans un rallye baissier et que finalement le dernier rallye haussier auquel nous venons d'assister depuis 4 semaines, c'est simplement un rallye haussier dans un rallye baissier et que la prochaine jambe baissière sera davantage meurtrière. Vrai ou faux, l'avenir nous le dira en tout cas. Ensuite, pour moi, c'est la grosse information du jour. Vous le savez, on parle énormément d'augmentation des taux pour contrer l'inflation, ce genre de choses. La Fed a relevé plusieurs fois ses taux, on est aujourd'hui à 2,5% de taux, et l'Europe va suivre aussi prochainement, même si l'Europe a déjà augmenté ses taux. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement à contre-courant, c'est que la Chine s'enfonce dans la crise, et à l'inverse de toute la planète, eux, ils font des baisses de taux surprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gros problème avec l'immobilier en Chine, et on dit que c'est une espèce de bombe atomique qui risque d'exploser. Dans une lettre adressée à ses clients le 18 juillet, Gazprom a invoqué un cas de force majeure qui lui permet de mettre fin à une partie de ses obligations commerciales. Le géant russe annonce une baisse des livraisons vers l'Europe de 40%. La nouvelle est tombée pendant une période de mise à l'arrêt du plus gros gazoduc d'Europe pour maintenance et elle a donné des sueurs froides aux dirigeants européens. Le scénario catastrophe, ce serait qu'il ne redémarre pas. Après une semaine d'intense suspense, Nord Stream a été remis en fonction à la date prévue. Bonne nouvelle, Moscou n'a pas coupé le gaz, mais par contre, les livraisons se feront au goutte à goutte car le gazoduc tourne au ralenti à 30% de ses capacités. Cet incident tombe au pire moment alors que le réseau électrique français menace déjà de ne pas pouvoir résister, surtout en cas d'hiver rigoureux. Avec 29 réacteurs à l'arrêt sur 56, l'ancien premier producteur d'électricité nucléaire du monde n'a jamais été aussi peu performant, impossible de compter sur lui. La solution du gaz naturel liquéfié américain est aussi à l'étude, mais outre le non-sens écologique, les prix restent très élevés et les quantités produites insuffisantes pour couvrir nos besoins.
Les prix de l'énergie atteignent des sommes et ça ne va pas s'arrêter là. En Angleterre, on prévoit une hausse de 50 à 70% d'ici la fin de l'année. La situation est électrique et la paix et la cohésion sociale sont menacées. La précarité énergétique menace les populations les plus dépendantes. La moitié des foyers allemands est raccordée au gaz, comme un tiers des Slovaques et 11 millions de Français. Les perturbations dans les livraisons entraînent aussi de graves difficultés chez les gestionnaires européens. Uniper, le gazier allemand, est au bord de la faillite. Chaque jour, il doit acheter en urgence et à prix d'or le gaz manquant pour honorer ses contrats, et il perd des millions d'euros. L'État allemand vient de décider de le renflouer à hauteur de 9 milliards d'euros, mais la facture devrait être bien plus élevée, puisqu'on ne parle plus de 40% de réduction, mais de 70%. L'Europe, avec l'Allemagne en tête, n'est pas préparée à supporter une baisse aussi importante. En 2021, 53% de notre gaz venait de Russie. Les cuves de stockage ne sont remplies qu'à 65% en moyenne, avec un objectif de 80% d'ici à l'arrivée de l'hiver, et il n'y a pas de fournisseur alternatif qui soit capable de compenser la baisse des livraisons russes. Pire, si Moscou décidait de couper définitivement les robinets en réponse aux sanctions internationales, les pays membres devraient se coordonner pour mettre leurs stocks en commun et passer un test ultime de solidarité européenne. Mais avec Nord Stream 1 à seulement 30%, une réduction d'un tiers des livraisons vers l'Italie et l'arrêt des livraisons en France, en Pologne ou en Bulgarie, il faut d'ores et déjà s'attendre à des coupures et des baisses de tension cet hiver. Moscou pourrait-il vraiment couper les ponts avec ses clients occidentaux ? Rien n'est moins sûr et l'ambition affichée ici est bien plus politique que financière. Gazprom perdrait 20 milliards d'euros s'il mettait fin à ses contrats européens, une paille comparée au montant des réserves russes. Ce ne serait certainement pas un frein. En revanche, en maintenant ses livraisons, même au ralenti, il prouve sa crédibilité en tant que fournisseur d'énergie fiable et il se garde la porte de l'Europe ouverte pour y exporter dès 2024 la nouvelle énergie du futur, l'hydrogène, son nouveau cheval de bataille depuis 2 ans et sa nouvelle arme de guerre économique. Le dollar index. Il faut savoir que le Bitcoin est entièrement corrélé au dollar. Et quand on voit que là, le dollar, pour l'instant, il a pris une configuration plutôt bullish, en plus de ça, regardez, le dollar, il vient de péter une ligne de tendance baissière, et ça, vous le savez, ça c'est synonyme de pump quand on le casse par le haut. Donc là, pour l'instant, le dollar, il pump. Et est-ce qu'il va s'arrêter de pump? On ne sait pas. Pour l'instant, on aura une zone, on va les dessiner ensemble. Hein. Là, moi, j'avais déjà tracé ici, je l'ai enlevé, une résistance qui est là, à 106,925. J'aurai une autre belle résistance ici, à ce niveau-là. Et après, après, c'est le pic. Hein. Donc bon, on a quand même des résistances au-dessus de la tête. Mais là, regardez. Là, pour l'instant, si jamais on pète ici les 106,925, ce sera un signal d'achat pour pump. On ira chercher ici les 107,9. Je tiens à vous remontrer le graphique que je vous avais présenté fin juin. La capitalisation boursière totale crypto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un des Cryptos Technical Briefing, j'avais insisté sur le signal haussier fin juin que donnait le RSI hebdomadaire. On peut lui tirer son chapeau à ce bon vieux RSI. Il a produit son effet escompté. Bon, très bien. Maintenant, la capitalisation boursière totale crypto est en train d'échouer sous l'ancien plus bas de l'été dernier. Ça, c'est l'obstacle actuel. D'ailleurs, attention aux données journalières. Sur la capitalisation boursière totale crypto appliquée aux bougies japonaises en données journalières, je relève la possibilité d'une structure en biseau ascendant qui est une structure d'essoufflement de la hausse. Au niveau du RSI, ça pue. Ça pue, regarde-moi cette trendline, elle est sublime. J'ai rarement vu une trendline sur le RSI aussi sublime depuis le 18 juin, elle est là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 touchettes. 8 touchettes, sors-moi une trendline qui a eu 8 touchettes, les amis, c'est extrêmement rare. Et donc on fait attention, est-ce qu'on va faire comme avant, où à chaque fois qu'on a perdu ici la trendline, ça a été au moins 10 000 $ de perdu. Ça a été à chaque fois des canaux haussiers qu'on a fait sur le Bitcoin. Là pareil, canal haussier sur le Bitcoin. Là pareil, canal haussier sur le Bitcoin. Et à chaque fois qu'on a break le RSI, ça a été les enfers. Au moins 10 000 $ de perdu, tout simplement. On fait gaffe. Alors là, si jamais tu dis tu me crois pas, tout simplement, je vais te montrer les canaux ici. Il faut le répéter parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Hop, regarde ici, tout simplement. Là, le RSI qui montait, c'était ce canal-là. Lorsqu'on a pété ici le RSI, on l'a pété là. Bam, c'était les enfers. On est passé de 40 à 27, à 13 000 $ de moins. Ce canal-là, c'est ce canal de RSI-là. Dès qu'on l'a pété ici, bam, on est passé de 29 000 à 17 000, donc 12 000 $ de moins. Et maintenant, c'est là. Est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que le tous enfer se répète? On ne sait pas. Donc là, pareil, un canal qui monte, le RSI qui est là, si on pète là, bim, si on perd 12 000 $, c'est direction les 12 000 $, divisé par 2.
Donc les amis, il y a de quoi être prudent, je pense. Moi, je suis pas team bearish, je suis pas team to the moon, team to the enfer. Moi, je suis team m'en fous, je regarde la charte et j'investis et je change ma stratégie en fonction de la tronche de la charte et j'évolue avec elle. Donc là, la charte, elle nous dit, faire attention, ça pue. Pour l'instant, tous les signaux de momentum sont là pour dire que ça pue. Hein. Quand il y a autant de divergences baissières qui se forment comme ceci, ça montre vraiment un signe de faiblesse. Maintenant, ça peut être interprété de deux façons. Soit les vendeurs sont plus présents et du coup, il n'y a plus assez de force vendeuse pour créer des dips profonds sur ce marché. Et on est en train d'assister en fait à une accumulation lente. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de maintenir les prix le plus bas possible et d'accumuler un maximum de supply à un bon prix pour par la suite pousser ce marché et le revendre à un meilleur prix. Ce qui peut être tout à fait possible. Pourquoi ? Parce qu'on a des prix on a des grosses liquidations sur les contrats dérivés dans les 36 000 $ par exemple, 36, 30 000 $. Donc ça peut être des niveaux où on peut venir dans les prochaines semaines s'il y a vraiment des shorters à liquider. Après, bien évidemment, il y a des gros pics de liquidation encore dans les 16 000, dans les 19 000, dans les 20 000, etc. Donc ça dépend d'où le marché voudra aller, bien évidemment. Mais pour faire simple, voilà, soit c'est accumulé, donc c'est pour ça qu'on a une faiblesse au niveau du momentum. Ça veut juste dire que les mecs achètent tout ce qu'ils peuvent acheter à un prix intéressant sans faire pousser les prix. Soit simplement les acheteurs sont vraiment essoufflés ici et les vendeurs se remontrent. Pour l'instant, les vendeurs sont pas vraiment très présents au niveau de la dynamique. Donc, pour moi, ça change pas. Tant qu'on reste dans la zone de combat, il n'y a pas de vraie reprise baissière, premièrement. Il n'y aura pas non plus d'accélération haussière. Et deuxièmement, tant que les vendeurs ne se remontrent pas, donc tant que la dynamique change vraiment pas, creux et sommet descendant, parce que là, on reste dans du creux et du sommet ascendant, hein. Donc, creux, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant, creux et sommet ascendant. Si on entre dans une dynamique comme ça, on fera du sommet, creux ascendant, sommet descendant, creux descendant. Donc le changement de dynamique, il intervient quand on fait ce qu'on appelle le M. Le M qui est le signal que la dynamique s'inverse. Sommet, creux ascendant, sommet descendant, creux descendant. Ok ? Allez, on passe maintenant sur Ethereum en weekly qui est quand même très encourageant. Donc moi je pensais vraiment qu'on allait dumper vraiment sur cette ligne plus ou moins exactement. Donc là on est vraiment en train de passer la ligne majeure. Donc sur ça on va dire que je me suis planté un petit peu. Il en a un petit peu plus dans le sac que je pensais. Mais pour moi je reste vraiment sur tout ce que je disais jusqu'ici. Donc le gros signal c'est vraiment cette ligne oblique. Voilà, donc sur Ethereum je pense qu'il est un petit peu cheaté par The Merge. Il y a beaucoup de gens qui attendent pas mal de choses de ce truc là. Bon clairement moi je suis assez pessimiste là-dessus. On a déjà vu des grosses mises à jour, des trucs qui attendent. Bah, clairement, en crypto, il se passe très rarement ce qu'on attend, si ce n'est un halving sur Bitcoin. Voilà, c'est gros. On verra ce qui se passera vraiment pour le prochain. On se rend quand même compte que sur les halvings, c'est quand même des trucs qui sont assez sécurisés, on va dire, par rapport à ce qu'on attend du truc. Et on se rend compte que les pourcentages sont quand même de moins en moins élevés. Donc, ce sera un petit peu de la surprise pour le prochain. Donc, comme vous le savez, le prochain, c'est en 2024. Donc, clairement, on a le temps. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours Bitcoin qui tire le marché. Donc, certains coins dont Ethereum peuvent tirer un petit peu leur épingle du jeu pendant quelques temps, mais pour moi on reste toujours vraiment sur une grosse figure symétrique à ce niveau-là qui a quand même cassé des grosses lignes majeures. Le projet Sandbox est un monde virtuel où les joueurs peuvent construire et monétiser leur expérience de jeu sur la blockchain Ethereum. Le projet a débuté en tant que jeu mobile bien réussi en 2011. Et quelques années plus tard, en 2018 pour être précis, les développeurs ont décidé d'amener le jeu mobile sur l'écosystème de la blockchain, dans le but de perturber les jeux existants comme Minecraft ou Roblox, en fournissant aux créateurs la véritable propriété de leur création et en les récompensant pour leur participation, tout cela également réalisé grâce aux NFT. Le projet Sandbox est basé sur 4 blocs de construction. Le Sand, le token, les terrains, les actifs NFT et bien sûr les jeux. OpenSea achète le NFT OpenSea.ether pour 99 Ether. Ça c'est quand même drôle. Hein. Comme quoi, la folie des noms de domaine, ça explose. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps là-dessus. Ceux qui avaient eu des points ZIL ont eu ensuite des points crypto. Je pense que ça aura de la valeur un jour, j'y crois. C'est risqué, mais c'est du long run. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo sur Unstoppable Domain sur YouTube. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.